35 à Monique-Aouar, vous recevez Madame la garde des Sceaux ce matin. Oui, bonjour Nicole Belloubet, bonjour Madame la ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, merci d'être avec nous. Tout d'abord, je vous propose de regarder ces images de militants écologistes. C'était à Paris vendredi dernier, ils ont été aspergés de gaz lacrymogène. Je vais vous poser la question suivante, est-ce selon vous un usage proportionné de la force? Je précise que les CRS, dans un premier temps, ont tenté de les déloger. Dans un second temps, ils ont donc eu recours à ces gaz lacrymogènes. Est-ce un usage proportionné de la force? Lorsqu'on voit ces images, évidemment, elles sont choquantes. On ne peut pas dire autre chose. Pour autant, et je crois que c'est cela qui est important, le ministre de l'Intérieur a demandé qu'une enquête soit conduite sur la manière dont les choses s'étaient passées pour précisément vérifier s'il y a eu un usage disproportionné de la force. Je voudrais simplement dire deux choses à ce sujet. Les forces de l'ordre ont fait un travail considérable depuis plusieurs mois, donc elles témoignent peut-être d'une certaine fatigue. Et d'autre part, il est peut-être aussi paradoxal que les manifestants qui ici faisait part d'un certain nombre de revendications sur le climat, est enclenché ce type de manifestation, alors même qu'une convention citoyenne sur la transition écologique a été mise en place par le président de la République et permettra précisément à des citoyens de s'exprimer, de demander des mesures qui seront ensuite traduites en texte. Mais image choquante, vous nous le dites selon vous. Oui, je dis image choquante, évidemment. Quand on regarde ça, c'est très clairement une image choquante. J'en viens à une autre actualité, l'affaire Vincent Lambert, puisque vendredi, la Cour de cassation s'est déclarée en faveur de l'arrêt des soins. C'est le point final de cette affaire, Madame la ministre. C'est en tout cas ce que dit l'avocat de l'épouse de Vincent Lambert. C'est une affaire d'abord extrêmement douloureuse. Très douloureuse pour Vincent Lambert, pour sa famille et d'une certaine manière pour la France aussi qui s'est trouvée impliquée dans cette affaire personnelle. La Cour de cassation a pris une décision claire, fondée en droit. Elle a cassé l'arrêt de la Cour d'appel et donc cet arrêt qui vraiment repose sur des questions juridiques réautorise évidemment les médecins maintenant à agir. Je crois qu'il faut respecter la loi et respecter la décision des médecins. Les parents de Vincent Lambert ont fait savoir via leur avocat leur intention de porter plainte pour, je cite, meurtre avec préméditation contre le médecin qui viendrait à mettre en place un nouvel arrêt des traitements. Vous leur répondez quoi ce matin ? Je n'ai pas à répondre aux parents de Vincent Lambert. Je regarde simplement la loi telle qu'elle est écrite aujourd'hui, la loi Claes-Leonetti, qui donne aux médecins, après une procédure, la possibilité de déclencher une sédation profonde. Cette loi est respectée. L'ensemble des juridictions compétentes se sont prononcées sur ce sujet-là. Et je crois que maintenant, il faut évidemment respecter cette phase qui va s'ouvrir. La loi, vous l'évoquez, mais est-elle franchement suffisante? Par exemple, faut-il rendre oui ou non obligatoire les directives anticipées? Y travaillez-vous en ce moment? Alors c'est ma collègue Agnès Buzyn qui s'occupe particulièrement de ce sujet-là, sur les directives anticipées. Elles ne sont pas aujourd'hui obligatoires, mais tout le monde incite à ce qu'on puisse déposer ces directives. Vous le souhaitez, vous? Bien sûr, parce que cela évite les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Si Vincent Lambert avait effectivement pu déposer ces directives anticipées, nous ne serions pas dans la situation douloureuse dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ce serait pour quand, les directives anticipées? Mais n'importe qui, vous, moi, aujourd'hui... L'obligation. Je ne sais pas dire à quelle date elles seront obligatoires, ni même si elles doivent l'être, car il faut respecter la liberté de chacun. Mais en tout cas, l'incitation doit être réelle. Dans l'actualité également, vous l'avez certainement vu dans le Parisien, ce chiffre, 70 féminicides conjugaux depuis le mois de janvier. C'est inacceptable. C'est un compte qui a été fait par des militantes. Oui, il y a un collectif qui appelle le gouvernement à agir plus. Vous dites que c'est inacceptable. C'est inacceptable. Mais pouvez-vous dire aujourd'hui que votre gouvernement, ce gouvernement, est à la hauteur? Manifestement, les chiffres que vous citez montrent que nous ne réussissons pas pleinement dans la lutte contre les meurtres, les féminicides. J'ai pris un certain nombre de dispositions pour le domaine qui me concerne. J'ai notamment, le 9 mai dernier, envoyé une circulaire aux procureurs généraux de la République pour leur dire à quel point ce sujet devait être priorisé dans les politiques qu'ils conduisent. C'est une circulaire, en effet. Oui, par ailleurs, et si vous me permettez juste parce que c'est trop important, par ailleurs, je souhaite d'une part développer les ordonnances de protection qui permettent à des femmes de bénéficier d'une protection juridique. Toute une série de dispositions sont mises en œuvre à cette fin. Je souhaite également développer les dispositifs de protection
physique, c'est-à-dire notamment le bracelet anti-rapprochement qui devra être développé. Vous êtes pour. Il y a des bien parlementaires sûr. du Val d'Oise qui vous ont écrit, je crois, pour vous Oui, demander d'expérimenter les absolument. bracelets électroniques pour les ex-conjoints Absolument. violents. Vous êtes en Absolument. faveur de cette Mais expérimentation? totalement en faveur. Pour quand? Alors, le plus tôt possible, et je vais même vous dire, ce n'est pas une expérimentation que je veux, je vais tout de suite passer à la généralisation. Parce que pour que ce dispositif soit efficace, nous devons absolument modifier un tout petit peu la loi, parce qu'actuellement nous ne pouvons l'appliquer qu'à un certain nombre de personnes, celles qui ont été condamnées, et c'est trop restreint. Nous devons modifier la loi, et donc puisque je modifie la loi, eh bien, je vais généraliser immédiatement Le ce collectif dispositif. qui prend la parole ce week-end vous demande d'aller encore plus loin, renforcer la dissimulation, vous l'avez dit, éloignement du conjoint, débloquer une aide juridictionnelle immédiate, Oui, nous ou devons encore travailler un là-dessus. Grenelle, sur Oui. l'aide Sur l'aide juridictionnelle. juridictionnelle, oui, sans doute. C'est-à-dire quand est-ce que vous allez... J'ai promis pour 2020, donc Ouais. l'année prochaine, une évolution de l'aide juridictionnelle en général. Cela en fera partie. Et sur le Grenelle des violences faites aux femmes qui a Oui. été demandé? Tout à fait d'accord, bien entendu. Avec ma collègue Marlène Schiappa, nous pouvons faire un bilan de l'ensemble des mesures sur lesquelles le président de la République s'est engagé, et cela nous permettra de montrer à quel point nous sommes mobilisés. Nous devons progresser plus que nous le faisons. Vous vous engagez à tenir un Grenelle? Oui, sur je ce m'engage, sujet mais bien sûr, je m'engage. Je m'engage en 2020 à faire ce bilan. C'est absolument essentiel. Autre dossier, puisqu'il y en a de nombreux qui vont concerner encore aujourd'hui la PMA. À titre personnel, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, se dit favorable à l'idée de lever le voile sur l'origine de la filiation pour tous. Et vous, à titre personnel, quelle est votre position? Écoutez, moi, je m'occupe essentiellement des questions de filiation dans cet grand texte sur la protection médicalement assistée. La filiation est un point important puisque c'est cela qui va permettre d'établir la filiation. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été soumises au Conseil d'État. Deux, soit pour établir un régime spécifique pour les couples de femmes, soit pour généraliser le régime applicable actuellement Vous aux ne me couples dites pas à titre personnel. Mais si, bien sûr, je vous réponds. aisément. Bien sûr, je partage absolument sur l'accès aux origines la nécessité de pouvoir accéder aux origines. Est-ce que l'option qui consiste à étendre aux couples de mères, aux mères célibataires, ce qui prévaut aujourd'hui pour les couples hétérosexuels, est abandonnée? Elle a été soumise au Conseil d'État. Comme je vous le disais à l'instant, j'avais peut-être trop anticipé votre question sur le mode d'établissement de la filiation. Et nous ne parlons que du mode d'établissement, puisqu'ensuite, lorsque la filiation est établie, les conséquences juridiques sont les mêmes. Mais sur le mode d'établissement de la filiation, plusieurs hypothèses ont été soumises au Conseil d'État, donc deux. L'une qui, encore une fois, vise à considérer qu'il faut créer un régime spécifique d'établissement de la filiation pour les couples de femmes qui ont recours à la PMA, l'autre qui vise à dire que tous les couples qui ont recours à la PMA, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, bénéficient d'un même type d'établissement de la filiation. Là-dessus, les choses ne sont pas encore définitivement tranchées. Bien sûr, pas stabilisé, c'était votre mot Pas il y a encore stabilisé, quelques jours, voilà. donc c'est toujours pas le cas Pas tout aujourd'hui. à fait le cas. Nous devons présenter le texte en Conseil des ministres fin juillet. Ce sera évidemment le cas à ce moment-là. Il y a un maire aussi ces dernières heures qui interpelle le gouvernement, plus précisément Emmanuel Macron, c'est le maire de Grenoble. On revient sur cette actualité, une dizaine de femmes en burkini ont mené une action au coup de poing il y a une semaine donc dans une piscine de Grenoble. Le maire Éric Piolle de la ville regrette que vous, le gouvernement, vous notamment, Nicole Belloubet, soyez entré dans cette polémique cette semaine et il demande à Emmanuel Macron de trancher, je le cite, « Est-ce que le gouvernement veut ou pas que la piscine devienne comme l'école, un sanctuaire qui soit protégé du religieux ?» et donc avoir un regard qui est contraire aujourd'hui, en tout cas au regard de l'Observatoire de la laïcité et du défenseur des droits. Vous lui répondez quoi au ministre, au maire, de Grenoble? Il se trouve que j'étais vendredi à Grenoble pour des questions liées notamment à la canicule en détention. J'ai eu l'occasion de rencontrer le maire, mais nous n'avons pas évoqué ce sujet-là. Moi, je dis clairement qu'il y a un règlement intérieur qui a été établi pour cette piscine. Ce règlement, ce règlement intérieur est clair. Si un règlement intérieur suffit pour régler une question qui devient une question de société et qui suscite quasiment tous les ans la polémique. Il est très clair que nous avons une loi, que dans les piscines, on ne peut pas y aller habillé de n'importe quelle manière. Il y a des vêtements qui sont interdits. Actuellement,
autant que je sache, le burkini est interdit. Je pense que ce texte doit être respecté. Ces règlements doivent être respectés. Il ne faut pas aller plus loin. La loi ne peut pas plus je ne sais pas, cette je ne sais pas si c'est à la loi de régler, si c'est au niveau de la loi que doivent être réglées la manière dont on s'habille dans les piscines. Il me semble que la loi doit intervenir sur des questions générales. Nous l'avons déjà fait pour l'école. Peut-être faut-il un texte à ce moment-là pour le sport, de manière plus générale, mais pas nécessairement les piscines. Ce sera envisageable? Vous l'envisagez? Je ne l'envisage pas au moment où vous me posez la question, mais c'est un sujet sur lequel on peut réfléchir. Voilà une réflexion lancée en tout cas ce matin sur ce plateau. Je voudrais en venir à un autre de vos dossiers, les peines maintenant pour les mineurs de moins de 13 ans. 2 points importants. Vous ne voulez plus poursuivre les délinquants de moins de 13 ans. Ah non, pas du instaurant... tout. Pas du tout. Alors reprenez avec les termes, expliquez-nous. Non, ce que l'on dit simplement, évidemment, lorsqu'il y a eu un crime, une infraction, évidemment, les personnes, quel que soit leur âge, doivent évidemment être doivent être poursuivis parce qu'il en va, bien entendu, de la manière dont les victimes sont prises en compte. Ce que nous disons simplement, c'est qu'il y a un moment où on considère que le discernement des enfants n'est pas établi. Et on pourrait poser un principe selon lequel le discernement serait considéré comme n'étant pas présent en dessous de 13 ans. Il le serait au-dessus, mais c'est un principe qui pourrait évidemment subir des dérogations. Et avec une procédure en 2 temps. Mais tout de même, à droite, naît le procès en laxisme, en estimant notamment que la délinquance commence plus jeune de nos jours, que cette délinquance, elle est plus violente et que ces jeunes sont en plus instrumentalisés. Vous leur répondez quoi? Alors, je réponds d'abord que les statistiques ne le prouvent pas tout à fait, mais enfin, je veux bien prendre en compte ce ressenti parce que notre rôle, c'est évidemment de comprendre ce que pensent nos concitoyens et je leur réponds évidemment que ce qui importe et ce à quoi je m'engage, c'est d'apporter une réponse quant à la prise en charge de ces jeunes. Un enfant de moins de 13 ans, on ne va pas le mettre en prison. Je ne vois pas quel sens cela aurait. En revanche, un enfant de moins de 13 ans, quoi qu'il ait fait, même la plus petite incartade, il doit avoir une réponse. Cette réponse, ça peut être un éloignement, un placement dans une famille d'accueil. Quelle que soit la réponse, il doit y avoir une réponse. Cette réponse n'est pas du même ordre selon l'âge. Autre question, 29% de personnes en préventif sont présumées innocentes, incarcérées aujourd'hui. Oui, c'est un des chiffres les plus importants en Europe. Oui. Comment vous allez y remédier? Allez-vous, et dans quelle mesure, avec quels chiffres, augmenter l'utilisation des bracelets électroniques dans ce pays? Alors, comment y remédier? Nous avons pris des dispositions dans la loi de réforme pour la justice qui a été promulguée le 23 mars dernier, un certain nombre de dispositions techniques sur lesquelles je ne m'appesantis pas pour diminuer ce nombre. Et l'objectif chiffré, oui. Alors, notre objectif chiffré, c'est de diminuer les courtes peines d'emprisonnement. Parce que nous savons qu'en dessous de 6 mois, une peine d'emprisonnement n'a aucun vecteur éducatif et de réinsertion sociale, et donc cela favorise la récidive. Donc nous voulons absolument diminuer le nombre de peines d'emprisonnement. Il y en a 90 000 qui sont prononcées par an de moins de 6 mois. Nous estimons qu'avec les dispositions de la loi pour la justice que j'ai prises, nous pourrions apporter d'autres types de peines, comme le placement sous bracelet électronique, la multiplication des travaux d'intérêt général, etc. Les bracelets électroniques, combien à la fin du quinquennat? Je n'ai pas de chiffre précis à ce stade. Je veux les multiplier parce que, si vous voulez, ce sont quand même les magistrats qui vont prononcer ces peines. Je n'ai pas à leur imposer un nombre précis. Cette semaine, vous faites un déplacement pour annoncer les mesures dans le cadre du plan santé-prison. Oui. 4 mesures que j'ai notées ce week-end dans la presse. La télémédecine dans la majorité des unités de soins d'ici 2 ans, le recours aux services sanitaires, des formations au risque suicidaire pour les agents de la pénitentiaire. Quelles autres mesures allez-vous notamment annoncer? Il y en aura 28. Alors, si vous voulez, les mesures sont axées sur quelques grands points, comme la prévention, comme l'attractivité des fonctions médicales dans les établissements de détention, parce que ce sont des fonctions qui ne sont pas très attirantes, comme également la santé mentale en prison. Nous avons une véritable difficulté sur les pathologies mentales en prison. Et puis également, c'est très important, le suivi des soins après la sortie de prison. J'ai 2 questions d'actualité à vous poser dans les dernières minutes de cette interview. Jean-Luc Mélenchon
Mélenchon. Il va aller en correctionnel. Son avocat a dénoncé une violation de la procédure de l'enquête puisqu'il a appris via la presse ce qui lui était réservé comme sort. Vous lui dites quoi cette fois à Jean-Luc Mélenchon ce matin quand il dénonce cette violation de l'enquête? Alors, écoutez, les violations du secret d'instruction et des enquêtes sont trop nombreuses et sont d'ailleurs inacceptables. Cela étant dit, il va de soi que Jean-Luc Mélenchon sera convoqué ou est convoqué. Je ne suis pas les affaires particulières. Je ne suis pas précisément au jour le jour ce qui se passe pour telle ou telle affaire particulière. Ça n'est pas de ma compétence, ça ne doit pas l'être. Il sera évidemment convoqué de manière tout à fait formelle. Mais on peut parler d'une violation de l'enquête en ce qui le concerne quand il apprend dans la presse la procédure. Vraiment, je ne suis pas les affaires particulières. J'observe, quand on ouvre les journaux, qu'il y a trop de violations et du secret de l'instruction et du secret de l'enquête. Et cela, ça n'est pas possible, ça n'est pas acceptable. Toute dernière question. Les chefs d'État sont un peu bloqués là au Conseil européen pour décider des postes clés. Est-ce que la politique sans concession parfois du président de la République bloque la politique européenne? Une politique sans concession. Précisément, le président Macron a voulu pour l'Europe, contrairement à ce qui se faisait auparavant, il a voulu que ce soit un projet qui permette de choisir les principaux dirigeants. C'est au fond l'inversion d'un processus qui auparavant faisait que les partis désignaient leurs candidats. Et je trouve que dans cette inversion, il y a une véritable logique démocratique. Cela, me semble-t-il, est un atout. Je vous remercie beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir été notre invitée ce matin et la matinale se poursuit avec vous, Pascal.